C'est un meurtre, de toute façon, même si ce n'est pas un assassinat. Et est-ce qu'on court souvent sur des trains? Est-ce qu'on doit Mais se baisser jamais, pour passer sous un mais pont? jamais de la vie, mais jamais de la vie. Je pense que dans le métier d'espion, le mensonge, c'est quelque chose qu'on doit maîtriser. On passe notre temps à mentir, ouais. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Inspire-moi si tu peux, le Late. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir encore pour traiter de l'actualité. Elle est très chargée côté Russie. On va aussi évidemment parler de l'Ukraine et pour ça, on a invité quelqu'un qu'on adore, qu'on a déjà reçu dans Inspire Actu l'année dernière et qui est un peu l'expert de la Russie puisqu'il a été espion du KGB. Je vous demande d'accueillir ce soir Sergueï Girnov. Bonsoir Sergueï. Merci beaucoup, installez-vous. Le plateau a changé, mais la bonne humeur reste. Même si on va traiter ensemble de sujets d'actualité qui ne sont pas les plus heureux possibles, puisqu'on espérait évidemment une fin différente pour Alexeï Navalny qui a été assassiné. Alors assassiné, il est décédé, on n'a pas encore de version officielle. Quelle a été déjà, vous, votre première réaction à cette annonce ? C'est un meurtre, de toute façon, même si ce n'est pas un assassinat. Poutine a tout fait pour qu'il meure. Parce que déjà, il a été empoisonné en 2020. Il a survécu par miracle. À son retour d'Allemagne, on l'a mis déjà en prison. Et petit à petit, à 3 étapes, on lui a changé les conditions pour qu'elles deviennent de plus en plus dures. Ouais. Et donc l'issue était programmée malheureusement. C'était une mort annoncée comme chez Marquez. On a entendu pas mal de sujets. On a entendu sa veuve aussi hier qui s'est exprimée. Qu'est-ce qu'on peut attendre des suites de cette mort? Est-ce qu'il va y avoir une autopsie? Est-ce que ça va être rendu public? Est-ce qu'on pourra faire confiance à cette autopsie si elle existe? En Russie, on peut faire confiance à personne, et surtout pas à Poutine, et surtout pas au pouvoir. Donc là, malheureusement, j'ai rien de bon à annoncer. Au contraire, je crois que même, je suis presque persuadé que la famille n'aura jamais le corps. Donc pour le moment, ils font durer entre guillemets, le plaisir. En fait, ils gagnent du temps. Parce qu'on est en campagne présidentielle, même s'il n'y a pas d'élection, mais on est quand même pendant la campagne. Donc le problème avec ce genre d'opposants et avec ce genre de personnes, c'est qu'ils deviennent des fois plus importants après leur mort. Oui. Parce que la mort déjà symbolique, donc du coup il est devenu presque martyr déjà, bientôt saint. Ouais. Et si on rend le corps, si on l'enterre quelque part, ce sera un lieu de pèlerinage, donc un lieu symbolique où les gens vont se ressembler, etc. Et donc, à mon avis, Poutine ne voudra jamais ça. Et malheureusement, je crains que Poutine ne fasse ce que Obama avait fait avec le corps de Ben Laden. Je vous rappelle que faire disparaître quelque part, en fait, pour qu'il n'y ait pas de mémoriel, pour qu'il n'y ait pas de tombe, voilà. Je le disais, vous avez été espion du KGB, aujourd'hui vous êtes expert, on vous voit sur de nombreux plateaux télé. L'année dernière, quand on s'était vu, je vous avais posé la question, est-ce que vous avez peur des représailles du gouvernement russe? Et vous m'aviez dit à l'époque, non, parce que de toute façon, tant que je suis dans la lumière, il ne peut rien m'arriver. Force est de constater qu'Alexeï Navalny est dans la lumière depuis des années, on en parle tous les jours. Prigojine l'était aussi au moment de la chute incomprise de son avion. Est-ce qu'aujourd'hui, votre sentiment, il a changé? Est-ce que la peur revient? Non, mais je vous disais que moi je n'ai pas peur en fait. C'est un sentiment de fatalité. Ça veut dire que c'est différent. Ça veut dire que à la limite, je sais que tout peut arriver. De toute façon, vous savez, on était prévenu quand on était né qu'on allait finir tous dans la tombe. Et donc, mais plus ou moins rapidement. Voilà, plus ou moins rapidement d'un côté, plus ou moins disons, agréablement. Enfin, il n'y a pas de mort agréable, mais bon. Mais je dirais qu'en réalité, plus ou moins utilement. Ouais. Vous savez, c'est quelque chose, même Poutine, il l'a utilisé quand il a parlé avec les mères des mobilisés, des soldats mobilisés en Russie. Il leur disait, écoutez, vos fils, vos maris, en fait, meurent soit alcooliques, soit drogués, etc. En fait, ça ne sert à rien. Là, vous allez gagner du fric, et puis ils vont être décorés, ils vont devenir héros. Donc, c'est une mort utile, et voire même célèbre. Donc à la limite, moi je sais que moi j'ai dépassé déjà les 60 ans, donc vous savez, la mort d'un gamin c'est une catastrophe pour la famille. Adolescent qui n'a jamais vécu, c'est catastrophique aussi. Après 60 ans, franchement, d'un côté, de l'autre côté il y a autre chose aussi, ça veut dire qu'en réalité, la mort d'un opposant qui est connu, ça fait plus mal au pouvoir que parfois la vie.
Et donc, la mort de Navalny, la mort de Prigojine a fait beaucoup de mal à Poutine. Hein. Parce que, par exemple, on a dit Poutine, c'est un dictateur. Et je dis non, c'est pas un dictateur. Parce qu'un dictateur, c'est quelqu'un qui contrôle absolument tout dans son pays. Et là, on voit qu'il y a des forces qui s'allient contre lui, de toute façon. Il y a des forces qui s'allient contre lui. Surtout que, vous imaginez Staline, il n'aurait jamais organisé une catastrophe aérienne pour ses ennemis. Au contraire, il fallait les emprisonner, il fallait les faire juger. Qu'est-ce qu'il faut lire justement? Il faut lire un côté, il perd son sang-froid, Poutine, quand il fait ça? Il perd son sang-froid et puis il craignait beaucoup parce qu'en réalité, la mort par exemple de Prigojine, c'était une mort mafieuse. C'est un règlement de compte entre les mafieux. Tandis que Navalny, c'est différent parce que Navalny, il l'a fait quand même juger. Mais vous avez vu, c'est la dernière vidéo de Navalny. Donc c'était une audience, donc il y avait un juge fédéral face à lui, et il rigolait, il est méprisé, il y avait du mépris, et il y avait du sarcasme très acerbe dans les paroles de Navalny, et ça, Poutine ne supporte absolument pas, parce que Poutine, c'est quelqu'un qui a un complexe d'infériorité, et donc un sourire lui fait beaucoup plus mal qu'une insulte. Bien sûr. On va parler aussi de l'Ukraine tout à l'heure, mais on va aussi parler de la France parce qu'on se rend compte que, on en parle beaucoup, des ingérences russes dans les pays de l'Occident, ça arrive aux États-Unis, ça arrive aussi en France. Souvent, on parle beaucoup des réseaux sociaux qui sont responsables de ces choses-là. On a fermé un média en France qui s'appelait Russia Today et on se rend compte qu'en fait, ça existe depuis toujours et que de 46 à 81. Alors, j'ai sa photo pour ceux qui n'en ont pas entendu parler ou ne le connaissent pas. Il s'appelle Philippe Grimbach. Pour les Russes, c'était Grok. Il a travaillé sous Brejnev et Andropov. Il était patron de l'Express et il travaillait pour le KGB. Ça vous a étonné, vous, quand vous avez entendu ça la semaine dernière? Pas du tout. Ce qui m'a étonné, c'est que c'est sorti trop tard. C'est sorti que maintenant. Parce qu'en réalité, il a même travaillé sous Staline et même sous Khrouchtchev, parce qu'il a commencé après la Deuxième Guerre mondiale. En fait, c'est un résistant. Hein, donc, vous savez, la France, c'est un pays de résistance, de gaullisme et de communisme. Et donc, rien ne m'étonne par rapport à ça. Moi-même, j'ai été spécialisé en France, donc je savais très bien sur quel réseau s'appuyer. Et le problème, c'est qu'en fait, la personne qui l'a dénoncé en quelque sorte, il s'appelle Vassili Mitrokhin. C'est un ancien du KGB qui a quitté le KGB en 1984, 6 ans avant de passer à la dislocation du URSS. En fait, il a sorti 6 valises de fiches parce qu'elle a passé les 15 dernières années de son service au KGB à faire les copies des fiches, à préparer. Et en fait, il ne savait même pas s'il allait les utiliser ou pas. Il les a enterrés dans sa datcha. Et en 1992, donc perestroïka, il part à l'étranger, il part dans les pays baltes et il contacte les Américains. Donc l'ambassade américaine, il demande de voir le responsable de l'antenne de la CIA, Chief of Station, CIA, Chief of Station Riga, et il lui raconte, en fait, il lui a amené quelques échantillons des fiches qu'il a sorties. Ces fiches, c'est du nucléaire, hein. C'est de l'atomique. Et ça lui est paru tellement gros qu'il n'y a pas cru. Qu'il n'a absolument pas cru, il a eu peur, en fait, il a dit non, nous on veut pas, c'est fini, etc. Donc Mitrokhin était un peu déçu, et à Tallinn, il a contacté l'ambassade britannique, donc MI6, et là, les Britanniques, ils sont beaucoup plus intelligents que les Amerlocs, il faut bien le dire. Et donc ils ont dit, waouh, ça, vous en avez beaucoup d'idées comme ça? Il a dit 6 valises. Non, ils ont exfiltré, lui, sa famille. Ils lui ont offert tout de suite une villa, une retraite, plein de millions pour vivre. Et le but, c'était de déchiffrer si réellement ça existait. Ah non, mais il n'avait pas de doute. Hein. Il n'avait pas de doute parce que le gars, en fait, je vous explique. Il a fait quelques missions à l'étranger et à un moment donné, donc on a constaté que c'était un poivreau, un alcoolique. Et l'alcoolisme, malheureusement, c'est la maladie classique, traditionnelle dans l'espionnage, puisqu'on passe notre temps à boire de la vodka, du champagne dans les réceptions. Mais il y a des limites à ça. Et donc, quand vous commencez à faire des conneries à cause de votre alcoolisme, là, on vous vire, on l'a viré, on l'a mis dans les archives. Donc, il s'est dit, puisque je suis là, de toute façon, c'est le placard, de toute façon, j'ai plus rien à perdre, voilà, je vais finir ma vie dans les archives, donc je vais me venger de ce service. Et comme ça, il a commencé à copier ses fichiers. En plus, l'histoire est même
plus intéressante parce que le siège de l'espionnage était dans le fameux bâtiment place Lubyanskaya, en fait à l'époque Dzerzhinskaya, en plein centre de Moscou. Et en 1972, en fait, le quartier général de l'espionnage a été transféré à l'extérieur. On a fait comme à Langley aux États-Unis, à Washington, donc un quartier au milieu des bois, que pour l'espionnage. Et donc, pendant ce temps-là, pendant 10 ans, en fait, on transférait les archives. Donc, il y avait du désordre, pour ne pas dire du bordel, en fait, dans tout ça. Et donc, il a en profité pour faire les trucs. D'abord, vous savez, il lisait la fiche, il la remémorait, et quand il rentrait à la maison, il la recopiait par la mémoire. Et puis il a fini tout simplement par prendre des valises, des fiches, appeler à la maison, les ramener à la maison parce que personne ne le contrôlait. Enfin, rien que l'histoire de Mitrokhin, c'est un roman policier à y consacrer presque une émission entière. Et donc, parmi ces fiches-là, on a retrouvé le patron de l'Express français. Le patron de l'Express. Mais il y en a peut-être des milliers d'autres, voire même des dizaines de milliers. Et comment on explique la durée, parce que là on parle fin des années 90, comment ça arrive qu'aujourd'hui en 2024 ? Ah ben c'est ça la grande question. Parce qu'en réalité, on a découvert ça en 1995. Et donc, lui, on l'a laissé tranquillement mourir. Il n'a jamais été inquiété. Donc il est mort en 2003. Et de 2003 à 2024, 21 ans encore. Ouais. Et là, c'est l'Express qui a compris que tôt ou tard, ça va sortir, ça va faire la bombe. Et donc, c'est eux qui ont préféré nous dire avant. Et d'ailleurs, ils ont gagné même des sous parce que ça fait les gros tirages. Tout le monde en a parlé la semaine dernière. Une histoire passionnante et je pense qu'on va en entendre parler encore pendant des années. La question quand même qu'on peut se poser, c'est comment... Et là, c'est à l'espion, à l'ancien espion que je pose la question, comment les services français, les services secrets n'ont pas pu se douter une seule seconde qu'un homme aussi proche du président de l'époque ou des présidents de l'époque, patron d'un média aussi important, était un espion du KGB. Quand vous êtes introduit aussi haut dans le pouvoir, vous savez, le patron des services, il peut, même quand il a des soupçons, il va raconter ça à qui ? Premier ministre ou le président va lui dire « mais… » Tu rigoles, enfin, le patron Plus on est haut, plus on est insoupçonnable. Bah oui, c'est absolument ça. On est protégé, en fait, on est intouchable, on est injugeable. C'est ça, dans tous les pays, c'est comme ça. Allez, on va passer sur la question, des questions un peu plus légères, on va dire, sur le rôle d'un espion, justement, parce que c'est souvent un métier qui fait fantasmer, parce qu'on en voit beaucoup dans les séries télé et dans les films. Quelles sont les idées reçues qui vous dérangent le plus sur ce métier que vous avez exercé ? L'idée reçue, la première qui me dérange le plus, c'est qu'on attend la belle espionne russe blonde à forte poitrine, ça n'existe pas. Voilà, enfin, au KGB, ça n'existe pas. Et même actuellement au SVR, c'est les mecs, en fait. Donc c'est très macho, en fait, en réalité. Et donc ça, c'est un fantasme des Français et d'autres étrangers. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, bien évidemment, on attend avoir un James Bond, avoir quelqu'un comme vous, habillé en costard, très beau, jeune, etc. Merci. Et en réalité, l'espion, c'est un mec quelconque, en fait. C'est un mec… En gros, le meilleur espion, c'est quelqu'un que personne ne remarque et que lui, il remarque tout le monde. D'accord. Puis, je pourrais peut-être rajouter aussi un truc, mais ça, je casse en fait les mythes dans la tête des jeunes. L'espion, c'est un métier très chiant. Mais vous ne pouvez pas imaginer, c'est un truc administratif, vous ne pouvez pas imaginer combien de papiers, de la paperasse on doit remplir avant de faire ne serait-ce qu'un tout petit pas, quand on dit passer en ville. Et une fois, lorsque vous avez fait votre opération en ville, lorsque vous rentrez, vous écrivez encore 2 fois plus de paperasse. Et est-ce qu'on court souvent sur des trains ? Est-ce qu'on doit se baisser pour passer sous un pont ? Mais jamais de la vie, Mais c'est ça le truc, en fait. Vous tirez absolument pas avec la mitraillette. Vous rencontrez… le côté, quand même, James Bond, ça existe, mais… l'alcoolisme, déjà, parce qu'on parlait de l'alcoolisme tout à l'heure, voilà, James Bond, pour le coup, est alcoolique. Ça veut dire, en fait, le côté bling-bling, ça existe, puisque lorsque vous avez la couverture diplomatique, vous rencontrez quand même vos cibles potentielles et vous cherchez les sources parmi les diplomates, parmi les gens qui appartiennent à la haute société, et donc réception,
Et donc souvent cocktails, dîner, ça c'est vrai. Mais des courses-poursuites en pleine ville, c'est Jamais de rare. la vie, jamais de la vie. C'est même pas rare, c'est jamais de la vie. Ça veut dire que alors, vous devez vous comporter comme quelqu'un de très ordinaire. Vous ne portez pas des motos, vous ne portez pas des mitraillettes, vous ne sautez pas des trains, vous ne vous retournez pas toutes les 30 secondes dans la rue. Non, vous passez pour une personne normale, ordinaire, qui n'a rien à cacher et qui est limpide. Et est-ce que parfois il y a des moments où on se dit je vais être découvert? Est-ce qu'il y a une situation improbable que vous avez vécue? Ça, c'est quelque chose. En fait, cette hantise-là, c'est plus lorsque vous travaillez sur la légende. Je ne sais pas, vous trouvez à Vienne en tant que Horst Schmidt et vous rencontrez votre copain de classe soviétique D'accord. qui, de l'autre bout de la rue, crie Sergueï, mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Et en fait, moi, je ne suis pas Sergueï, je suis Horst Schmidt. Et donc là, je dois dire Ah, ich verstehe nicht. C'est quelqu'un qui me ressemble. Was ist das? Très bien, bon, c'est une bonne réponse. On va rigoler un petit peu dans un instant parce qu'on vous a préparé une petite mise en situation. Mais avant de rire, je voudrais quand même qu'on parle de l'Ukraine parce que vous êtes aujourd'hui, je le disais, expert. Vous courez les plateaux pour nous expliquer au mieux ce qui se passe en Ukraine. Et là, c'est loin d'être drôle puisque la guerre continue. On en entend un petit peu moins parler aujourd'hui. C'est pas pour ça que ça affaiblit là-bas. La situation, de votre point de vue, elle en est où? C'est un moment très difficile actuellement parce que, en fait, nous vivons actuellement le moment où les États-Unis ont quasiment lâché l'Ukraine. Mhm. Et c'est un moment dramatique parce que c'est une chose purement politicienne. Ça veut dire que vous avez deux partis américains qui se bouffent le nez. Ouais. Et à cause de ça, ils n'arrivent pas à voter pour donner de l'armement ou des finances à l'Ukraine. Et à cause de ça, les Ukrainiens ont perdu la ville d'Avdiivka cette semaine, en fait la semaine dernière. Et les Russes actuellement en profitent parce qu'ils ont bien compris, même si l'Ukraine est aidée en général par 54 pays. Donc les États-Unis l'ont lâché, il y a 53 qui sont toujours là. Il y a l'Europe qui est toujours là. Mais au niveau d'armement, ce sont les États-Unis qui donnaient le plus, Ouais. le plus sophistiqué et le plus en volume. Et donc, du coup, c'est vraiment malheureux. Parce que aussi, ça doit peser sur le moral des troupes ukrainiennes aussi. Sur le moral du troupes, mais sur le moral du pays. Ouais. Et sur le moral de tous les gens qui soutiennent l'Ukraine, y compris en France. Parce qu'ils disent, mais c'est insupportable ces histoires. Et qu'en est-il des Ukrainiens eux-mêmes? La vie, elle a repris, on le voit dans certaines villes, on essaie de faire comme si. Comment on vit en ce moment en Ukraine? Est-ce qu'on s'habitue quelque part, malheureusement? L'homme s'habitue à tout. Mm. Et ça a été prouvé déjà à plusieurs reprises. Vous vous habituez à n'importe quelle catastrophe. En Ukraine, ça pose aussi un certain nombre de problèmes parce que justement, en fait, il y a une différence énorme entre le front. Ouais. Je dirais même quatre parties. Les Ukrainiens qui sont sur les territoires occupés. Oui. Donc, eux, ils vivent sous l'occupation des Russes. Donc, on les oblige à faire des trucs, on les oblige à prendre les passeports russes, on les oblige à voter pour Poutine, etc. etc. Ça, c'est la première chose. Après, vous avez le front. Donc, il faut combattre dans les conditions souvent très difficiles. C'est l'hiver, il manque des choses, il manque de l'armement. Et il manque le changement entre les personnes qui sont sur le front, les temps de repos, etc. Ouais. etc. Après, troisième chose, c'est les gens qui vivent dans les régions tout de suite derrière le front. Ils sont bombardés, donc ils ne peuvent pas profiter vraiment de la vie parce qu'à tout moment, il peut y arriver un missile qui va s'abattre sur leur tête. Et le reste du pays. C'est quelque chose de kafkaïen parce que d'un côté, vous vivez normalement, comme à Paris, vous sortez, il y a des cafés qui sont ouverts, il y a les magasins, vous bossez, il y a des bus, il y a les trains, les trams, les hôpitaux, les écoles. Et en même temps, vous êtes obligé de prendre les précautions parce que vous êtes quand même bombardé. Et vous avez en même temps une responsabilité morale. Ouais. Parce que pendant que les soldats se battent sur le front, vous vivez une vie presque normale et donc vous avez la culpabilité de vivre la vie normale. Et en même temps, c'est indispensable. Et en même temps, c'est indispensable parce que sinon vous devenez complètement dingue parce que les humains ne peuvent pas non plus vivre ça constamment. Et je rajouterais même, cinquième partie, c'est les Ukrainiens qui sont partis ailleurs, qui sont partis en Europe, qui peuvent être en France. Et eux, c'est encore une chose différente parce que eux, ils vivent dans les pays tranquilles, absolument normaux. Ouais.
en pensant tout le temps à leurs proches ou à leur pays qui se bat. Donc le pays est déchiré et ça, c'est quand même très difficile, difficile à organiser et à vivre. Et on espère qu'il y aura une issue la plus favorable possible, évidemment, pour les Ukrainiens, rapidement, mais évidemment, on n'en saura pas plus avant quelques mois, quelques années, peut-être. C'est ça. Bon, restez avec nous, je le disais, on va rigoler quand même un petit peu dans cette émission. Ce sera juste après la pub que vous pouvez quitter dans 5 secondes, donc s'il vous plaît, restez. À tout de suite. De retour dans le Late, toujours avec Sergueï Gernov. Alors là, on est dans une autre ambiance. On a essayé de recréer un peu la distance qu'il peut y avoir entre... Oui, c'est le Kremlin, voilà. Poutine-Macron. C'est ça, mais à Paris cette fois-ci. Donc, vous êtes à 3 km. Il me faut des jumelles là pour voir. Est-ce que l'ambiance déjà, elle est raccord à ce qu'on peut connaître dans les interrogatoires, la froideur en tout cas? Ouais, enfin, ça peut être encore plus froid, mais j'imagine. Ça se rapproche. C'est pas mal. Devant nous, 3 enveloppes. Alors je tiens à le dire, on ne connaît ni vous ni moi ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que c'est l'équipe qui a préparé. Nous avons tous les deux 3 photos qui peuvent être de vraies photos ou des photos d'intelligence artificielle pour un peu semer le doute. L'idée, ça va être de donner une information à l'autre. Elle peut être vraie ou fausse, c'est à nous de décider. Soit on dit exactement ce qu'il y a dans l'enveloppe, soit on invente. À l'autre de dire si c'est une vérité ou un mensonge, parce que je pense que dans le métier d'espion, le mensonge, c'est quelque chose qu'on doit maîtriser. On passe notre temps à mentir, ouais. Très bien, eh bien, on va voir si on est bon l'un et l'autre. Je vous laisse prendre votre première enveloppe, vous pouvez la regarder et vous pouvez la montrer à la caméra. Moi, je ne la regarde pas. Et vous pouvez me décrire ce qu'il y a dedans. Vous avez le droit de mentir ou de dire la vérité. C'est une photo qui démontre le président Donald Trump arrêté par la police américaine et mis en prison. Alors c'est une photo qu'on a vue, celle-là elle existe en tout cas, c'est une photo d'intelligence artificielle. Mais est-ce que c'est ce que vous avez dans les mains ou pas? Moi je dirais que oui, allez. C'est bien ça. Un point pour moi alors. À mon tour. Alors c'est aussi un chef de l'État, mais je crois que c'est celui de l'Argentine et on le voit avec une tronçonneuse dans la main. Javier Milei. En principe, ça je l'ai vu faire, donc si c'est vraiment la bonne photo et si vous écrivez effectivement, une photo existe comme ça, sauf que bien évidemment il peut y avoir Poutine qui boit de la vodka sur cette photo et vous me racontez Javier Milei. Ça c'est assez marrant. Non, mais je crois que c'est Javier Milei qui a sa tronçonneuse. Bon, je dois être bon menteur alors, parce que c'est bien un président de la République, mais c'est le nôtre, c'est Emmanuel Macron, avec un collier de fleurs un peu trop grand. Je pense que ça aussi, c'est une intelligence artificielle qui a produit la photo. Oui, tout à fait. Bon, c'est 2 points pour moi. Ouais. Bravo. Merci. J'ai perdu la main. Hein. Et heureusement que je ne travaille plus pour le KGB. Pour le KGB. 3e photo. C'est une personne que je déteste. D'accord. C'est une photo de Poutine qui pose torse nu avec le ministre Shoigu en Sibérie. Ça, c'est une photo qui existe un peu, je crois. Mais est-ce que c'est celle-là? Et elle est marrante. Je vais dire non. Vous avez raison. Ah. C'est le roi d'Angleterre. En fait. C'est Charles III. En partie, avant qu'il ne devienne, à mon avis, Charles III. Certainement. Certainement une intelligence artificielle aussi, celle-là. C'est ça. Pour beaucoup de photos, ça doit être le cas. Ouais. Intelligence artificielle. Disons, 3 points pour moi. Bon, on peut encore égaliser, il reste 3 enveloppes. La 4e, désormais. On reste dans la famille royale britannique, visiblement, puisque là, cette fois-ci, c'est sa mère, Elisabeth II, qui est décédée il n'y a pas très longtemps, mais qui se cure le nez.
Non, je ne vous crois pas. Ben, ça fait 4 points pour moi alors. Mais alors là, je suis infoutu de dire si c'est vrai ou si c'est faux, parce qu'on a vraiment l'impression que la photo est vraie, hein, Ouais. cette fois-ci. Mais Bon. apparemment, toutes les photos sont truquées. C'est possible aussi. À vous. Bon. De toute façon, vous avez déjà gagné. Hein. Ben là, ça va être difficile de remonter le score. C'est une photo. Là, pour le coup, ça me concerne très directement, puisque c'est une photo truquée certainement aussi, intelligence artificielle, qui présente l'ancien président Medvedev avec Poutine. Et ils sont tous les deux. En fait, on est en train de se moquer d'eux, parce qu'à un moment donné, quand ils ont régné ensemble, on a parlé d'un tandem. Et en fait, il y a les gens qui ont poussé un tout petit peu pour faire croire qu'il y avait plus d'intimité entre eux que juste le tandem. C'est une vraie photo ou c'est une photo d'intelligence artificielle selon vous? Je crois que c'est une vraie photo, mais qui a été retravaillée. Ouais, celle-ci, je vous l'accorde, je vais dire que c'est vrai. Eh ben, c'est faux. Ah, c'est Joe Biden cette fois-ci. Bon, ça aussi, c'est une intelligence artificielle certainement. Bon, un point pour vous quand même. Enfin. Et la dernière, elle ne changera pas l'issue, mais tout de même. Alors déjà, celle-là, je peux te dire que c'est une photo truquée, parce que là, il n'y a pas de doute. Toutes les photos sont truquées. En fait. Oui, elles le sont toutes, je pense. Mais celle-ci, elle part d'une vraie photo, c'est juste qu'on a changé l'animal. On voit Vladimir Poutine torse nu, à dos de requin blanc. J'ai un doute. En fait, c'est entre les deux. Je suis prêt à vous accorder que c'est Vladimir Poutine, mais il n'est pas sur le dos d'un requin, mais sur le dos d'un ours. Ah, parce qu'il y avait eu une photo aussi avec un ours, je crois. Ouais. Ouais. Donc, votre réponse? Non. C'est faux? Bah, c'était vrai. Moi, je l'ai jamais vu. Hein. Mais effectivement, il est sur un requin blanc. Alors, je crois que la vraie photo, il était sur un cheval, sur une plage. C'est sur un cheval, et donc en fait, on l'a mis sur plusieurs animaux, sur l'ours, mais je ne l'ai pas vu sur le requin blanc. Et ben maintenant, je vous l'offre, je vous la donne. Okay. Et je suis content parce que la semaine dernière, j'ai fait un beer pong avec Camille Lacour et j'étais plutôt mauvais. Là, pour une fois, je m'en sors pas trop mal. Je vous la donne. Merci beaucoup, Sergueï Jarnov. Il y a autre chose, Maxime. En réalité, vous savez ce que moi j'ai fait avec vous? En fait, j'étais en train de gagner votre estime, et donc je vous ai fait gagner exprès pour vous recruter derrière. Écoutez, on en parle une fois qu'on aura coupé les caméras. Merci beaucoup, Sergueï, et à la semaine prochaine. Merci.